En 1940, les forêts des Ardennes belges ont été le théâtre de l'invasion spectaculaire des troupes d'Hitler. Une invasion qui a conduit à la débâcle française et à la domination nazie de l'Europe occidentale. 4 ans et demi plus tard, 83 000 GI s'assurent la mainmise sur ces mêmes Ardennes. Persuadés que la guerre est presque finie, ils se détendent et attendent avec impatience un Noël paisible. Mais peu avant l'aube du 16 décembre 1944, les soldats américains sont brutalement pilonnés par 2000 canons de l'artillerie allemande. À 5h30, les troupes allemandes, fortes de 275 000 hommes et de plus de 2000 Panzers, se ruent à l'assaut. La bataille des Ardennes vient de commencer. C'est le dernier grand coup de poker d'Hitler sur le théâtre occidental. Le Führer veut scinder les forces anglo-américaines pour enrayer leur progression. En cas d'échec, Hitler risque de perdre les meilleures troupes qui lui restent encore et d'essuyer une défaite sur les fronts occidental et oriental. Le général Omar Bradley est l'homme sur lequel compte Dwight Eisenhower pour contrer les Allemands. De son côté, Hitler attend du Feldmarschall Walter Model qu'il porte un coup décisif à l'ennemi. Leur confrontation s'annonce capitale. Depuis le débarquement en Normandie à l'été 1944, la progression alliée à travers le nord-ouest de l'Europe a incité le haut commandement à supposer que l'Allemagne est sur le point de s'effondrer. Pour Omar Bradley, le général commandant le 12e groupe d'armée américain, la route vers Berlin est grande ouverte. A l'inverse, le Feldmarschall Walter Model, qui a succédé à Günther von Kluge au poste de commandant en chef ouest, redoute d'essuyer une défaite. Il a hérité d'une armée démoralisée, décimée et désorganisée à l'extrême. Les soldats se rendent en masse ou battent en retraite. Puis la progression alliée marque le pas. Le général britannique Bernard Montgomery préconise une avancée rapide vers la Ruhr. Et le général américain George Patton, une percée percutante à travers la Sarre, région riche en charbon, pour frapper le cœur de l'Allemagne. Pragmatique, Eisenhower décide de lancer les deux offensives simultanément. Mais les Alliés ont un gros problème. Leurs voies d'approvisionnement, qui partent toujours de Normandie, sont étirées à la limite de la rupture. Les convois de ravitaillement tournent 24 heures sur 24 pour alimenter le front, et ils risquent de consommer bientôt autant de carburant qu'ils en transportent. Ce problème aurait dû être résolu par la prise du port d'Anvers par les Britanniques le 4 septembre. Malheureusement, Montgomery n'ayant pas réussi à s'emparer de l'estuaire de l'Escaut, les navires alliés ne peuvent atteindre le port. C'est pourquoi les Alliés organisent une opération aérienne des plus audacieuses. Lancée le 17 septembre, elle a pour objectif de prendre des ponts enjambant des cours d'eau stratégiques aux Pays-Bas afin de passer au-delà du Rhin, la dernière barrière naturelle protégeant l'Allemagne sur sa frontière occidentale. L'échec de l'opération, auquel s'ajoutent les difficultés d'approvisionnement, ralentit la progression vers l'Allemagne. Ce n'est que fin novembre que l'estuaire de l'Escaut est pris et que des cargaisons lourdes peuvent entrer à Anvers. L'offensive alliée a alors déjà perdu de son élan. À l'automne 1944, les hommes de Bradley s'approchent pas à pas de la frontière allemande.
Hitler nomme à nouveau Gerd von Rundstedt au poste de commandant en chef Ouest. Le Feldmarschall Model se retrouve donc à la tête du groupe d'armée B et il décide d'exploiter au maximum les difficultés d'approvisionnement des Alliés. L'arrêt de la progression américaine permet à la Wehrmacht de se remettre des désastres de l'été. C'est ce que les Allemands appellent le miracle à l'Ouest. Après être entrés en Allemagne, les Alliés rencontrent une résistance acharnée, principalement à Aix-la-Chapelle et lors des combats dans la forêt de Hürtgen. Eisenhower comprend alors qu'il est inutile d'espérer mettre un terme à la guerre en Europe avant la fin de l'année 1944. D'autant qu'Adolf Hitler s'apprête à lancer une contre-attaque de grande envergure. Elle vise le secteur américain contrôlé par le 12e groupe d'armée d'Omar Bradley dans les Ardennes belges. Cette offensive se transforme en duel entre Bradley et Model. Omar Nelson Bradley est né dans le Missouri en 1893. Fils d'un instituteur, il devient orphelin de père à 14 ans. En 1911, Bradley entre à l'académie militaire de West Point, où il côtoie Eisenhower. Et comme ce dernier, il reçoit 4 ans plus tard son diplôme, obtenu avec mention. Il choisit l'infanterie et pendant la Première Guerre mondiale commande une compagnie aux États-Unis. En 1920, il revient à West Point en tant que professeur de mathématiques. Promu plus tôt que bon nombre de ses pairs, il occupe entre 1924 et 1934 plusieurs commandements, toujours dans l'infanterie, ainsi que des postes en état-major. En 1940, devenu commandant, il est instructeur à l'école d'application de l'infanterie de Fort Benning, en Géorgie. C'est là qu'il rencontre le lieutenant-colonel George Marshall, qui deviendra président des chefs de l'état-major interarmé pendant la Deuxième Guerre, et qui va jouer un rôle important dans la carrière de Bradley. Début 1941, Bradley est à la tête du commandement de Fort Benning. Lorsque les États-Unis entrent en guerre après l'attaque japonaise contre Pearl Harbor en décembre 1941, Bradley commande une division d'infanterie et il est prêt à en découdre. Au milieu de l'année 1942, le général de brigade Bradley est nommé au sein de l'état-major d'Eisenhower afin de planifier l'opération Torch, les débarquements en Afrique du Nord prévus pour novembre. Au cours de la campagne de Tunisie, il est général adjoint, puis général commandant le 2e corps américain. Ses troupes reprennent Bizerte en mai 1943. En juillet, Bradley commande ensuite le 2e corps pendant la conquête de la Sicile. Ses talents sont récompensés par sa nomination à la tête de la première armée américaine pendant le débarquement en Normandie, l'opération Overlord. Quelques heures après le succès de cette opération, le 6 juin 1944, Bradley foule le sol français à la tête de ses hommes. La première armée s'enfonce en Normandie, se frayant un passage dans une région fortement défendue par l'ennemi. Le 1er août, Bradley est à la tête du 12e groupe d'armée américain qui regroupe son ancienne première armée et une nouvelle venue, la 3e armée de Patton. Mi-décembre 1944, Bradley cherche un moyen de sortir de l'impasse. Il prépare une offensive finale qui doit être lancée début 1945. Walter Model est né à Magdebourg en 1891. Il est le fils d'un professeur de musique sans le sou. Il s'engage dans l'armée allemande en 1908 en tant qu'élève officier. À 19 ans, il sort de l'académie militaire avec le grade de lieutenant.
Pendant la Première Guerre mondiale, il sert sur le front occidental dans l'infanterie et à l'état-major allemand. Grièvement blessé à 2 reprises, il est décoré pour son courage et son commandement au feu. Après la guerre, il reste dans l'armée. En 1932, il a le grade de lieutenant-colonel. Sans être un partisan du régime nazi, il pense que l'Allemagne doit saisir la possibilité qui lui est offerte d'affirmer son autorité militaire sur le reste de l'Europe, notamment la France. En 1934, le colonel Model prend le commandement d'un régiment d'infanterie. Nommé officier supérieur en état-major 1 an plus tard, il participe à la conception d'une nouvelle doctrine de combat, le Blitzkrieg, la guerre éclair. Puis il devient chef d'état-major du 4e corps, dans lequel il sert pendant la campagne polonaise de 1939. En mai 1940, Model est le chef d'état-major de la 16e armée allemande lors de l'offensive en France et aux Pays-Bas. En 1941, il a le grade de général de corps d'armée. Il est alors à la tête d'une division de Panzer, puis d'un corps de Panzer pendant l'invasion de l'URSS. C'est d'ailleurs sur le front russe qu'il s'affirme comme un maître de la défense mobile, ce qui lui vaut d'être surnommé le pompier du front de l'Est. Model assume le commandement de la 9e armée au moment de la contre-offensive soviétique. Quand on lui demande avec quoi il compte rétablir la situation, il répond « moi ». La contre-attaque ennemie est stoppée. Pendant l'offensive allemande contre Koursk, en juillet 1943, la 9e armée enregistre de lourdes pertes. Mais tandis que l'avenir de la Wehrmacht sur le front russe s'assombrit, Hitler s'appuie de plus en plus sur les talents de défenseur et sur la loyauté de Model. L'efficacité du général lui vaut de gagner l'admiration d'Hitler et de devenir en mars 1944 le plus jeune Feldmarschall de l'armée allemande. En août, voyant les places fortes allemandes sur le front occidental tomber les unes après les autres, Hitler fait à nouveau appel à Model. Entre septembre et décembre 1944, ce dernier redresse les défenses à l'ouest et envisage de repasser à l'offensive. Model et Bradley vont bientôt devoir relever le plus grand défi de leur carrière respective. Début décembre 1944, Eisenhower et ses adjoints comprennent que l'avance alliée vers le Rhin s'annonce difficile. Ils restent néanmoins optimistes. D'après les services de renseignement, les forces allemandes à l'ouest subissent des pertes quotidiennes se montant à 9000 hommes. Les Américains estiment que malgré sa résistance acharnée, la Wehrmacht est sur le point de s'effondrer. L'état-major de Montgomery arrive lui aussi à la conclusion que l'armée allemande est dans l'incapacité de lancer une offensive d'envergure. Mais Montgomery préconise toujours une stratégie du front étroit. Les Alliés devraient concentrer leurs ressources dans une poussée unique en direction de la Ruhr. De son côté, Bradley soutient l'idée d'Eisenhower, celle du front large. En conséquence, les Ardennes belges deviennent le centre d'un compromis boiteux. Eisenhower règle temporairement le problème en décrétant que les Alliés marcheront vers le Rhin en attaquant des 2 côtés des Ardennes dès le début de l'année 45. Début décembre 1944, le front allié s'étire sur plus de 360 km. Eisenhower dissémine ses forces sur le secteur central, qui couvre environ 135 km dans les Ardennes belges et que doivent tenir les 83 000 GI du 12e groupe d'armée d'Omar Bradley. Composé essentiellement d'unités d'infanterie fraîchement arrivées des États-Unis, ces troupes n'ont pour certaines jamais été au feu. D'autres étaient au repos après les combats de la forêt d'Urtgen, plus au nord. Bradley dispose de 250 chars Sherman armés d'un canon de 75. S'ils sont efficaces contre les chars Mark IV allemands, ils sont impuissants face aux Panthers et aux Tiger, au blindage plus épais.
Bradley peut également compter sur près de 500 canons. Les Alliés se sont assurés la suprématie aérienne dans le ciel de l'ouest de l'Europe, mais les avions sont cloués au sol par le mauvais temps. Pour Bradley, tenir les Ardennes avec aussi peu d'hommes est un risque calculé. Un de ses commandants redoute une attaque allemande, mais fort des informations transmises par les services de renseignement, Bradley souscrit à l'opinion générale qui prévaut chez les Alliés. Bradley et ses collègues ignorent qu'il s'appuie sur des renseignements tirés d'une machine allemande ultra secrète, baptisée Enigma, dont le code a été percé à Bletchley Park, en Angleterre. Le décryptage n'apporte que très peu d'éléments trahissant une offensive allemande, parce qu'Hitler a imposé un blackout radio. Le commandement allié fait alors preuve d'un dangereux manque de prudence. Dès le 19 août 1944, Hitler et les membres les plus proches de son état-major ont commencé à plancher sur la contre-attaque dans les Ardennes. C'est un des coups de poker dont le Führer est coutumier. La Wehrmacht a perdu des centaines de ses précieux blindés et plus d'1 demi-million de soldats rien qu'en août. Mais Hitler est au courant des désaccords parmi les Alliés sur la stratégie à suivre. Il caresse l'idée d'une contre-attaque surprise à l'ouest pour scinder les troupes adverses en deux et provoquer l'effondrement de la coalition. Début septembre, les Allemands stabilisent le front occidental. Le 16, Hitler et ses généraux se réunissent pour évoquer les fronts de l'Est et de l'Ouest. Hitler déclare à un auditoire sidéré qu'une attaque implacable des blindés en direction d'Anvers va séparer les Alliés. Pour conserver l'effet de surprise, cette attaque devra partir de la forêt des Ardennes. Mais suite aux bombardements alliés des usines de carburant synthétique, les troupes allemandes devant participer à l'offensive ne disposent que du quart du carburant nécessaire. Cela signifie que Model doit faire main basse sur les dépôts alliés pour faire le plein de ses propres blindés. Sinon, les chars allemands risquent la panne sèche. Hitler a assuré Model que rien ne l'arrêterait, mais le Feldmarschall est loin de partager ce bel optimisme. Von Rundstedt et lui proposent une alternative plus modeste, un mouvement en tenaille autour d'Aix-la-Chapelle pour acculer les forces de Bradley contre la Meuse. Hitler ne veut même pas entendre parler de cette petite solution. Compte tenu de ces circonstances, Model estime que sa seule chance réside dans un effet de surprise maximum. L'offensive est prévue pour le 16 décembre 1944. La poussée principale doit traverser les Ardennes avant de bifurquer vers le nord-ouest en direction d'Anvers. Model dispose de 24 divisions, dont 10 blindées. Plus de 275 000 hommes sont organisés en 3 armées. Le général SS Joseph Sepp Dietrich et sa 6e armée de Panzer doivent attaquer depuis le nord. Le général Hasso von Manteuffel, commandant la 5e armée de Panzer, placée au centre du dispositif, doit prendre la ville de Saint-Vith, traverser l'Our et appuyer la progression de Dietrich. Quant à la 7e armée du général Erich Brandenberger, elle doit protéger le flanc gauche de von Manteuffel. L'offensive allemande mobilise 2600 engins blindés, dont le char Tiger Mark VI, le Panther Mark V, ainsi que des canons automoteurs. Sur ordre du Führer, Model a réuni 2000 canons d'artillerie chargés de procéder à un tir de préparation, puis de soutenir l'avancée des blindés. Model peut en outre compter sur plus de 2000 aéronefs, même s'ils sont insuffisants pour déstabiliser l'écrasante force aérienne alliée. Le Feldmarschall mise principalement sur la supercherie. Le nom de code de l'opération est Wacht am Rhein, veille sur le Rhin.
Des fuites de renseignements sont organisées pour faire croire aux Alliés que l'effort allemand est purement défensif. Quant aux 5e et 6e armées de Panzer, elles se regroupent loin du point de départ de l'offensive, toujours dans le but de tromper les Alliés. De plus, Hitler interdit toute transmission radio concernant cette attaque imminente. Les messages sont acheminés par des estafettes escortées par des agents de la Gestapo. Pour regrouper les troupes, les officiers d'état-major orchestrent une marche en avant de 3 jours. Les hommes ne se déplacent que la nuit. La journée, ils se cachent en forêt. Une opération spéciale, baptisée Greif, vient parfaire la supercherie. Des commandos anglophones, vêtus d'uniformes américains, doivent se livrer à des sabotages sur l'arrière des troupes ennemies. Greif est l'idée du SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny, spécialiste des coups de main audacieux d'Hitler. À la mi-décembre, il devient évident que le moral des hommes des 2 camps va jouer un rôle crucial sur le dénouement du conflit. Depuis le débarquement, les Alliés ont été éprouvés par les longs combats qui leur ont permis de progresser jusqu'aux frontières allemandes. Pourtant, début décembre 1944, les forces de Bradley dans les Ardennes françaises ont l'impression que la guerre est bien loin d'eux. Composées principalement de bleusailles et de quelques vétérans des derniers combats, elles sont surnommées la pouponnière et la maison de retraite de l'armée américaine. Plus de 80% des pertes alliées depuis le débarquement ont touché l'infanterie et les unités sont désespérément à court d'hommes, surtout d'officiers chevronnés. Les nouveaux venus doivent donc encore subir leur baptême du feu. Malgré tout, le moral est généralement bon chez ces soldats. Mi-décembre 1944, beaucoup de ces hommes pensent aux fêtes de Noël. Un Noël qu'ils imaginent plutôt calme. De lourdes pertes ont imposé à la Wehrmacht de restructurer ses unités d'infanterie. Hitler a créé les divisions de Volksgrenadier, qui enrôlent les jeunes de 16 et 17 ans. D'autres soldats sont issus de la Luftwaffe et de la Kriegsmarine. La plupart ont été entraînés à la va-vite et ne connaissent pas grand-chose des tactiques de l'infanterie. Pourtant, pour la plupart des hommes sous les ordres du Feldmarschall Model, la situation s'est nettement améliorée depuis le miracle à l'Ouest d'octobre 1944. Ces hommes ont riposté avec un grand professionnalisme et un courage irréprochable. Ils ont réussi l'impossible et ont fait payer au prix fort le moindre mètre carré de terrain que les Alliés ont gagné. Ils sont prêts à repasser à l'offensive et leur moral est bon. Pour assurer le succès de l'opération, Hitler et Model engagent également quelques unités d'élite composées de soldats aguerris, dont les impitoyables SS. Ces derniers ont déjà fait preuve de leur barbarie, comme à Oradour-sur-Glane, où ils ont massacré la plupart des habitants. Model dispose également des parachutistes et des redoutables divisions de panzer de la 5e armée de von Manteuffel. Ces hommes sont confiants, car ils savent que les chars Tiger et Panther sont supérieurs aux Sherman. Si Model fait preuve de réserve vis-à-vis du plan d'Hitler, ces hommes, eux, sont convaincus qu'ils vont défaire les Américains et traverser la Meuse comme prévu. Au soir du 15 décembre 1944, les forces allemandes se dirigent vers leur position d'attaque. Sur le côté ouest de la forêt des Ardennes, les GI de Bradley ignorent tout de la menace qui pèse sur eux.
Omar Bradley et Walter Model vont bientôt s'affronter au cours d'une bataille aussi sanglante que terrible. Juste avant l'aube, le 16 décembre, un violent tir d'artillerie surprend puis submerge les forces américaines dans les Ardennes. À 5h30, les premières troupes allemandes émergent du brouillard. Aussitôt, c'est la panique dans les rangs américains. Au centre, la 28e division est rapidement défaite. Au nord, une partie de la 106e se retrouve isolée. Mais quelques unités esselées tiennent leur position, empêchant les Allemands d'opérer une percée jusqu'à la Meuse. Au nord, la 6e armée de panzer de Zeb Dietrich est bloquée par la 99e division de Bradley. Rencontrant une résistance plus âpre que prévu, Dietrich décide d'envoyer une de ses divisions vers le sud, où les Américains semblent constituer une cible plus facile. Les Allemands effectuent une percée sur un front d'une 8aine de kilomètres pour déborder les défenses ennemies. Ils contournent le Schneeeifel, un ensemble de petits villages et de collines boisées. Au centre, la 5e armée de panzer de von Manteuffel progresse plus rapidement. Le 16 décembre, ces blindés franchissent des ponts improvisés sur l'Our et fondent sur Bastogne. Très vite, Model comprend que la prise de cette ville sera vitale pour le succès de l'offensive allemande. Dans son quartier général, situé à une 50aine de kilomètres du théâtre des opérations, Bradley ne perçoit pas tout de suite l'ampleur de l'offensive orchestrée par Model. Il pense qu'il ne s'agit que d'une escarmouche. Mais les soldats américains qui se retrouvent dans l'œil du cyclone allemand comprennent très vite à quoi ils doivent faire face. Les centaines de prisonniers américains n'avaient aucune chance. Beaucoup sont capturés avant même de livrer bataille, submergés par l'assaut allemand. Eisenhower ne partage pas l'opinion de Bradley. Redoutant une offensive de grande envergure, il donne l'ordre à 2 divisions blindées de se positionner sur les flancs de l'attaque allemande. Les soldats du génie américain tentent de ralentir les panzers, en dressant des obstacles sur leur passage et en faisant sauter des ponts. Ces manœuvres permettent aux troupes de Bradley de se réorganiser et de recevoir des renforts. Mais pendant ce temps, le fer de lance de la 5e armée de panzer de von Manteuffel se dirige vers Bastogne. Dans le même temps, les commandos d'Otto Skorzeny font des ravages. En se déplaçant à bord de jeeps et de camions américains, ils laissent derrière eux un sillage de morts. Les Américains trouvent une solution aussi simple que brutale à ce problème. Tout Allemand vêtu d'un uniforme américain est passé par les armes pour espionnage. Au bout de près de 48 heures de combat, les troupes de Model sont bloquées au nord et au sud. Elles ont déjà été repoussées à l'ouest, dans un saillant, le fameux saillant des Ardennes, qui leur interdit d'emprunter le chemin le plus rapide pour rallier la Meuse. La plupart des groupements de combat de Zeb Dietrich ont été arrêtés. Mais le général SS espère toujours que l'un d'eux va réussir la percée tant attendue. Ce groupement de combat se compose de 100 chars d'assaut et de près de 5000 hommes appartenant à la première division de Panzer de la SS. Il est dirigé par un jeune homme de 29 ans, Jochen Peiper, un nazi convaincu qui a participé au combat sanglant sur le front de l'Est. Dietrich comprend aussi qu'il doit impérativement atteindre les immenses dépôts de carburant alliés de Stavelot pour que ses blindés puissent faire le plein. L'avancée de Dietrich dépend désormais de Peiper et de ses chars Mark VII Königstiger de 70 tonnes. Des chars rendus presque invulnérables grâce à leur blindage de 18 cm. Peiper se met en marche en fin de journée, le 16 décembre.
Comptant filer droit sur la Meuse, son groupement de combat progresse d'abord rapidement. Mais le 17, le manque de carburant l'empêche d'exploiter une brèche dans les lignes de Bradley, brèche qui se comble rapidement. Cherchant un nouvel angle de pénétration, Piper fait alors route vers la ville de Malmedy. Au-delà des lignes américaines, Piper prend en embuscade un groupe de réglage d'artillerie en route pour le front. Les Américains qui se rendent sont exécutés. Et cet incident n'a rien d'isolé. Des civils belges, hommes, femmes et enfants, sont eux aussi tués par les SS. Piper est déterminé à avancer, et dans les 2 jours qui suivent, il tente de s'ouvrir de force un passage jusqu'à la Meuse. Il est tenu en échec à chaque tentative par les soldats du génie américain. À mesure que l'Allemand avance, le génie détruit les ponts et dresse des barrages routiers. Les ponts disparaissant les uns après les autres, Piper est contraint à emprunter des routes secondaires et des chemins de terre. Piper peste contre ces foutus Américains. Le 20 décembre, le groupement de combat de Piper n'a plus que 5 petits jours à vivre. Model constate qu'il s'agissait du dernier sursaut de la 6e armée de Panzer de Dietrich, au nord du saillant. Pendant ce temps, au sud, les soldats de Bradley livrent une bataille tout aussi cruciale autour de Saint-Vith. Comme Bastogne, plus au sud, cette localité se trouve sur un axe clé en direction de la Meuse. Et Bradley sait qu'il doit tenir les 2 villes s'il veut endiguer l'assaut allemand. Il s'adresse alors à Patton, le commandant de la 3e armée américaine positionnée au sud du saillant. Il lui ordonne de déplacer 3 de ses divisions vers le nord en direction de Bastogne. Au même moment, le 20 décembre, Eisenhower nomme Montgomery à la tête de toutes les forces alliées dans le secteur nord du saillant. Aussitôt, le 30e corps britannique se jette dans la bataille pour protéger les points de passage sur la Meuse. Les soldats de Bradley défendent avec beaucoup d'habileté la ville de Saint-Vith. Elle tombe aux mains des Allemands le 23 décembre, mais sa garnison a gagné suffisamment de temps pour permettre aux Alliés de consolider le nord du saillant. Malgré tout, Model reste déterminé à faire route vers la Meuse avec la 6e armée de Panzer de von Manteuffel. S'il arrive à prendre Bastogne rapidement, il déverrouillera du même coup le système défensif de Bradley. Défendu par la 101e division aéroportée et un régiment de la 10e division blindée, Bastogne s'apprête à départager Model et Bradley. Bastogne est un centre crucial des Ardennes. Omar Bradley sait que cette ville stratégique, tant sur le plan routier que ferroviaire, peut tenir en échec la percée ennemie vers la Meuse, et du même coup toute l'offensive allemande. De son côté, le Feldmarschall Model fait pression sur la 5e armée de Panzer pour qu'elle prenne la ville le plus rapidement possible. Le 22 décembre, Bastogne est encerclé par 3 divisions allemandes et son siège est le théâtre de combats acharnés.
Les Allemands demandent au commandant de la garnison de Bastogne et à ses 14 500 hommes de se rendre. Réponse d'Anthony McAuliffe, des clous. Il a été rassuré la veille en voyant une éclaircie qui a permis aux avions alliés de le ravitailler. Mais quand l'attaque allemande se déchaîne pour de bon, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Les combats font rage pendant plusieurs jours. Les assaillants semblent sur le point de s'imposer et de prendre Bastogne. Le jour de Noël, ils lancent leur assaut le plus violent et enfoncent les défenses de McAuliffe en 2 endroits. À un moment, le commandant du 502e régiment aéroporté demande avec son téléphone de campagne où se trouve l'ennemi. Il s'entend répondre que s'il regarde par sa fenêtre, il plongera les yeux dans un canon de 88. Mais les défenseurs américains tiennent bon. Et l'attaque allemande est enrayée. Le 26 décembre, les blindés de Patton, en provenance du sud, opèrent leur jonction avec les défenseurs de Bastogne. Réalisant un véritable tour de force logistique, l'Américain déplace l'essentiel de ses troupes vers le nord, ouvrant un trou béant sur le flanc sud de la progression de Model. Les formations de Panzer à l'ouest de Bastogne se retrouvent dès lors isolées. À court de carburant, elles sont vulnérables aux contre-attaques alliées et sont pilonnées par l'artillerie de Bradley. La basse couverture nuageuse qui avait jusqu'alors protégé les assaillants des attaques aériennes se dissipe, transformant les blindés allemands en cibles de choix pour les chasseurs et les bombardiers alliés. Un pilote américain rapporte qu'il a été témoin d'un grand massacre. D'autres combats tout aussi acharnés s'annoncent, mais les Alliés ont repris l'initiative. Bastogne est sauvée. Les troupes de Bradley ont neutralisé la percée de Model en direction de la Meuse. Eisenhower décide alors de lancer des attaques simultanées partant du nord et du sud en direction de la ville d'Oufalise afin de réduire le saillant. Model pressent le désastre qui s'annonce et exhorte Hitler à donner l'ordre de repli. Le Führer refuse. Au lieu de quoi, il ordonne une nouvelle offensive plus au sud, en Alsace. Baptisée l'opération Nordwind, elle débute le 1er janvier 1945. Elle va non seulement coûter à Model la vie de 25 000 soldats, mais elle va se solder par un échec. Le même jour, la Luftwaffe se livre à un assaut aérien de grande envergure contre les aérodromes alliés en Belgique et dans le sud des Pays-Bas. La Luftwaffe détruit 1050 appareils au sol, mais perd 300 de ses propres avions et 250 de ses pilotes. Hitler a décimé ses forces aériennes. La contre-attaque d'Eisenhower commence le 3 janvier par les attaques simultanées contre Oufalise. Le 8, le mouvement en tenaille se referme depuis le nord et le sud. Model ordonne le repli des unités de Panzer qui lui restent. Et le 15, les 2 éléments de la tenaille alliée opèrent leur jonction à Oufalise. Après cette jonction, le saillant des Ardennes n'est plus qu'un souvenir. Le 18,
le front est revenu au même endroit qu'un mois plus tôt. Au cours de cette offensive, le 12e groupe d'armée de Bradley a perdu plus de 60 000 hommes, dont 9 000 sont morts et 15 000 ont été faits prisonniers. Mais les Allemands ont perdu 120 000 soldats. 13 000 ont trouvé la mort et 50 000 ont été capturés. Le dernier grand coup de poker d'Hitler a été un fiasco total. Omar Bradley reste à la tête du 12e groupe d'armée jusqu'à la fin de la guerre. Après la bataille des Ardennes, il commande ses hommes en direction du Rhin. En mars 1945, il traverse le dernier obstacle naturel de l'ouest de l'Allemagne. Peu après l'armistice du 8 mai 1945, Eisenhower décrit Bradley comme le général le plus capable que l'armée américaine a jamais eu. Après la guerre, Bradley sert en tant que haut responsable dans le service des Veterans Affairs à Washington jusqu'en 1947. Il est nommé chef d'état-major de l'armée de terre en 1948, puis président des chefs d'état-major interarmées l'année d'après. À ce poste, il participe à la formation de l'OTAN et à la guerre de Corée. En 1950, il reçoit sa 5e étoile. Après une retraite heureuse, il s'éteint en 1981. Après l'offensive des Ardennes, Walter Model conserve le commandement du groupe d'armée B qui se replie au-delà du Rhin. Mais en avril 1945, les lambeaux de son armée se retrouvent enfermés dans la Ruhr. Ses troupes sont encerclées et le général américain Matthew Ridgway exige sa reddition. Walter Model choisit de se suicider dans un bois près de Duisbourg le 21 avril 1945. La contre-attaque des Ardennes a été le dernier grand coup de poker d'Hitler. Elle aurait pu être l'équivalent du Blitzkrieg des années 39-40. Mais le Führer n'avait pas compris que les Ardennes, à l'hiver 44, étaient bien différentes de celles de l'été 40. Après s'être remis du premier coup porté par les Allemands, les Alliés, grâce à leur supériorité, ont condamné l'offensive de la Wehrmacht à l'échec. Pour Omar Bradley, la bataille des Ardennes s'est achevée par une victoire payée au prix fort. Pour Walter Model, elle s'est soldée par un terrible échec.